À côté de cette initiative, c'est parce que ce n'est pas une structure, c'est une initiative. À côté de cette initiative strictement historico-culturelle, a existé une sorte de gesticulation à caractère politico-politicien. C'est ce qui va être appelé par la suite le Comité national de défense de la Révolution, quelque chose comme ça, le CCDR, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. La République. Oui, le défense de la République ou quelque chose comme ça. De la République, oui. Et cette structure, j'ai pratiquement assisté à son lancement, à sa naissance. Et donc, c'était d'ailleurs à l'invitation de Nordé qui me traînait avec lui toujours par sympathie, il m'avait à la bonne. Et puis, ça m'a permis de faire la connaissance d'Armé Salh, parce que j'avais travaillé avec lui, donc j'ai retrouvé Armé Salh Boumir, qui était donc très respectable, très vraiment un militant. Mais il y avait d'autres personnes. Il y avait le commandant Asdé, il y avait Ammo, n'est-ce pas? Dis Ammo. Il y avait Belalhi, n'est-ce pas? Il y avait Abdelhaq Belalhi, il y avait le colonel Senoussi, qui est un homme de culture. oui, effectivement. Un homme d'une rectitude et un homme de grande culture. Et il y avait Dahoud Qbéa. Exactement, comme membre fondateur. Absolument, membre fondateur. Voilà un républicain qui devient chantre de l'État policier. Ah, mais attends, moi je ne le lis pas comme ça. Non, républicain dans le cadre du CCDR. Oui, mais attends. Moi je me demande dans quelle mesure le CCDR n'a pas, en fait, été une sorte de tremplin pour le retour d'une structure et d'une para-institutionnelle et qui était dormante depuis pratiquement l'indépendance. Je veux parler du Malk. Parce que tant que Qasdem Marbah, secondé par Yazid Zarhouni, tenait les questions sécuritaires, gérait les questions sécuritaires, qui entendait parler du Malk, mis à part l'affaire Zahar? Non, tu veux dire les anciens du Mal. Et les anciens du Malk. Les anciens malgaches. Les anciens malgaches. Parce que le Mal. Qui étaient retraités, qui faisaient des affaires, il y avait des transitaires, il y avait des bonhommes qui avaient investi un peu partout. Mais là, par contre, 98, c'est une mobilisation de certains malgaches autour de Dahoud Qbéa. Exactement. Et une mobilisation qui entrait, j'ai fini par le comprendre, c'est pour ça que ensuite je me suis retiré très rapidement, dès lors qu'on a commencé à parler du départ de Zarwan et de l'éventualité de son remplacement. Comme je suivais l'actualité, c'est mon côté militant, je me suis dit, si Zarwan part, ça veut dire que l'expérience de l'implication de l'armée dans la reconstitutionnalisation, dans la réinstitutionnalisation, dans le redémarrage du processus électoral, l'armée qui a eu l'intelligence de stipuler dans la nouvelle constitution de 96 la limitation des mandats à 2. Qui ne figurait pas dans la constitution de 89. Qui n'a jamais figuré avant. C'est la première chose fondamentale. Or, on fait partir Zarwan. On le pousse à la sortie. Ça veut dire qu'on ne veut pas de ce projet. Ça veut dire qu'on veut casser ce projet. On veut reprendre les choses en main, c'est-à-dire enlever ce pouvoir de décision, ce pouvoir d'intervention à l'armée et surtout à cette fraction de l'armée que je continuerai à appeler l'armée nationale patriotique. Qui a été, il faut le rappeler également par honnêteté intellectuelle, qui, je parle de cette même armée, qui a été impliquée dans une guerre civile atroce. L'institution militaire, l'image de l'institution militaire a été complètement noircie par un certain nombre de militaires qui l'ont impliqué dans une guerre civile, dans une situation politique qui, à l'origine, n'était pas directement, en matière de gestion de conflit, de sa responsabilité. Ils l'ont impliqué, ils ont fait le coup d'État, il faut le dire. Ça revient à oui, en parlant de 90, oui.
parce qu'après, il y a eu cette histoire de l'état d'urgence. Dans la logique, effectivement, de l'état d'urgence, quand il y a un trouble, le pouvoir revient à l'armée. Bon. Il se trouve que le pouvoir, en fait, n'est jamais revenu à l'armée, il est revenu à une gestion directe par le pouvoir occulte des services. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Donc, en fait, il y avait un conflit violent entre, d'une part, les services, et la hiérarchie militaire, l'armée, donc l'armée régulière, qui a conduit au départ donc, de Zarouane et à l'arrivée de Bouteflika, parce que c'est encore une fois Belkher qui a disparu littéralement au moment où Zarouane a pris le pouvoir. Déjà, il s'était mis au vert quand la rue l'avait dénoncé publiquement comme étant, à tort ou à raison, l'assassin de Boudiaf. L'assassinat de Boudiaf. Il a totalement disparu, y compris il a cessé toute activité apparente. Il était ministre de l'Intérieur. Il est parti. Il est parti. Pour une interrogation, probablement au Maroc. Et au Maroc, parce qu'il a des biens au Maroc. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Les Marocains, chaque fois que je vais, on me dit vos généraux s'enrichissent, il y en a ici qui en ont jusqu'à revendre. Donc, Belkher remet sur le tapis la question de Bouteflika en disant c'est notre dernière carte parce que nous n'avons plus personne. Et c'est comme ça qu'il est apparu comme la dernière carte. La dernière carte, évidemment, pourquoi? Parce qu'on a tout fait pour écarter, quand ce n'est pas éliminé, les gens qui auraient pu être des alternatives. Un Boumaza aurait pu faire l'affaire. Pourquoi pas? Non, Abou Maza, il ne pouvait à l'époque qu'organiser des élections libres. Oui, d'accord. Mais Boumaza, je peux témoigner, j'ai eu à le connaître de près, j'ai eu à discuter avec lui pendant longtemps, je l'ai connu pendant longtemps. Boumaza ne pouvait pas arranger une certaine hiérarchie, une certaine élite au pouvoir qui n'acceptait pas qu'il y ait quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui pouvait leur dire non, et quelqu'un qui pouvait s'opposer à eux et à la rigueur les condamner ou du moins les dénoncer publiquement aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. C'est pour cela que bon, la thèse Boumaza, président du Sénat, pouvant remplacer pendant 2 mois le président partant, en l'occurrence Zarouane, et organiser des élections, ça ne pouvait pas arranger, j'allais dire, la secte. Absolument. Il restait les autres personnages. Moi, je pense que Aït Ahmed a été démarché. Je suis pratiquement certain qu'il a été démarché. Qui encore aurait pu être démarché? J'ai ouï dire, mais c'est vraiment la rumeur incontrôlable. J'ai ouï dire que même Mahali avait été démarché. Quoique ça m'étonne. Ça m'étonne pourquoi? En raison de ses rapports très étroits avec Cheb Ibn Jdid. Oui. Ça risquait d'apparaître comme une sorte de passation de main. Passation de main. Alors, on a trouvé, et ça c'est dans les mœurs politiques de notre pays, de notre régime politique, bien sûr, bien entendu, c'est de ça que je parle. C'est d'exhumer, de déterrer des momies. Des momies, exactement. Une momie, c'est quelqu'un qui est caché complètement, il disparaît pendant 20 ans, Boudiaf a disparu pendant 20 ans, on l'a ramené, Abdelaziz Bouteflika a disparu pendant 20 ans, pratiquement de 1981-82 jusqu'à 1999. Exactement. Ça fait 20 ans. Et à ce moment-là, on ramène Abdelaziz Bouteflika. Et cette fois-ci, il accepte. Il accepte alors qu'il y a des tiraillements. Et je crois que c'est à cette occasion que, précisément, le général Nzar a dit, écoutez, non, pas un canasson quand même, portez-nous quelqu'un d'autre. Et finalement, ils n'ont pas trouvé ce quelqu'un d'autre qui aurait pu faire l'affaire. Et entre-temps, parce que ce monsieur n'est pas venu comme ça, ce n'est pas simplement une lubie de Belkher, ça a été préparé de longue date. Ça a été préparé parce que Belkher a des accointances
et des intérêts très profonds, très liés, très forts avec les Émirats et avec l'Arabie Saoudite. Et c'est pratiquement les Émirats et l'Arabie Saoudite qui ont suggéré aux autorités algériennes, aux décideurs algériens, avec bien entendu un défenseur acharné de l'option qui était l'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que Bouteflika arrive. Alors, si tu permets, Lardar, maintenant, voici le personnage. Il s'appelle Abdelaziz Bouteflika, qui à l'âge de 25 ans était déjà ministre en 1962. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui était venu me voir. Il m'a ramené une photo sur un journal en 63, où c'était une petite réception, une petite cérémonie de remise de prix, où le ministre de l'époque de la jeunesse et des sports, en l'occurrence Abdelaziz Bouteflika, lui remettait un prix. C'était pour fêter la sixième, ce qu'on appelait à l'époque le Shahada Sadisa. Shahada al-Ibtidaiya. Alors, le monsieur, il a étudié, il a terminé ses études, il a fait son ingénierat, il a travaillé dans le domaine de l'industrie, etc., etc. Actuellement, il est en retraite. Et Bouteflika, ministre en 62, il est toujours président. Voilà, il m'a ramené juste dans cet esprit, il m'a montré la photo comme ça, et j'ai trouvé ça extraordinaire, comme cas d'étude atypique, d'une situation atypique, d'un régime atypique, dans un pays malheureusement qui subit tout ça. Alors, on voit là un homme qui arrive. Il était... Qui revient. Oui, qui revient. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Mais pendant cette période des 20 années, oui, trouves-tu normal qu'un pouvoir sécuritaire, qu'un nombre de décideurs fasse revenir un homme qui a été complètement coupé de la réalité sociopolitique de son pays? Pendant la guerre civile de l'Algérie, on n'a jamais lu, du moins moi, je ne sais pas si toi tu as lu, on n'a jamais lu, ne serait-ce qu'une position, un commentaire, un communiqué, une intervention publique d'un certain Abdelaziz Bouteflika qui condamnait aussi bien le pouvoir ou l'islamisme, le terrorisme, la violence, prendre position par rapport à la situation qui prévalait dans les années 90. On voit là quelqu'un qui était complètement coupé. Alors qu'il y a eu des horreurs. Des horreurs, des tueries, des massacres. L'attentat de l'aéroport, l'attentat de la rue Mérouche. C'est horrible. Il y a eu 200 000 morts, il faut le dire. 200 000 morts, des milliers de biens qui étaient complètement détruits, comment dirais-je, des usines, des déportés, des gens qui ont quitté l'Algérie, des appauvris, des disparus, des victimes de terrorisme, des victimes du pouvoir, des victimes... Un pays complètement à genoux. Pas de position. Trouves-tu normal, Lardar, pour maintenant préparer l'analyse de ce qui va advenir de cette Algérie post-1999, trouves-tu normal qu'un régime politique, qu'un pouvoir occulte, enfin occulte maintenant on le connaît, oui, c'est-à-dire le pouvoir de Belkhir, de Toufiq, de Smaïl, de Touati à l'époque, etc., puisse penser à ramener quelqu'un qui n'a même pas pris de position vis-à-vis de l'opinion publique nationale. Je ne lui dis pas quel type de position devait-il prendre, mais prendre position. Se sentir proche de leur peuple en pleine guerre civile. Un peuple... Comment tu expliques ça? Alors, le problème n'est pas de savoir si c'est normal ou anormal. Bien sûr que c'est anormal. Mais quand on a dit anormal, on a tout dit, on n'a rien dit. Il faut comprendre la logique. Pourquoi cet homme-là en particulier? Pourquoi cet homme? Pourquoi Abdelaziz Bouteflika? J'ai fini ma première intervention en disant que c'était l'homme des Saoudiens et des Émirats. Ça veut tout dire, ça explique tout. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons a complètement changé à partir de 1989, la chute du mur de Berlin. Ça a l'air d'être un événement extérieur à l'Algérie, mais il a beaucoup d'implications sur l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un facteur exogène, mais c'est un facteur exogène qui est
nous amène à réfléchir sur la nature des crises qui secouent des sociétés à un moment donné. La société algérienne, on avait longuement parlé pendant les années 80, a commencé à connaître une réalité nouvelle, la montée des identitarismes. Deux identitarismes, l'identitarisme, j'allais dire, ethnique et l'identitarisme religieux. On en a parlé, ce n'est pas le moment d'y revenir. Mais, si l'on dit l'identitarisme ethnique, ou l'apparence ethnique, puisqu'il s'agit essentiellement du berbérisme, si cet identitarisme a été plus ou moins dans le sillage de la provocation, l'aggravation et la résolution de la crise algérienne. Il est né de la réalité algérienne, il s'est développé avec la réalité algérienne et il a abouti à une certaine logique qui a fait naître la mouvance dite laïco-républicano-démocratique. À tort ou à raison, je ne juge pas, mais c'est comme ça que je vois les choses.